En 1798, dans les registres poussiéreux de la commune de Bellefontaine, en Bourgogne, on trouve une mention troublante griffonnée à l'encre noire. Ferme Rousseau, propriété saisie par ordre du tribunal départemental. Investigations criminelles en cours. Interdiction formelle d'accès aux civils. Ce qui suit dans les archives judiciaires de l'époque, conservées dans des cartons jaunis par le temps, constitue l'un des crimes les plus glaçants et les plus systématiques de l'histoire française rurale. Une affaire si sordide que les autorités de l'époque tentèrent de l'étouffer, craignant que sa révélation ne sème la panique dans les campagnes françaises. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces mystères oubliés de l'histoire française, ces crimes que le temps avait voulu faire disparaître. L'année 1798 marque une période particulièrement tumultueuse pour la France post-révolutionnaire. Le Directoire, gouvernement fragile et contesté, tente tant bien que mal de stabiliser un pays encore profondément meurtri par les excès sanglants de la terreur. Robespierre est mort depuis 4 ans, mais ses fantômes hantent encore une société française traumatisée par la violence institutionnalisée et la méfiance généralisée. Dans les campagnes bourguignonnes, loin de l'agitation parisienne et des intrigues politiques, la vie semble avoir repris un cours relativement normal. Les petites propriétés agricoles, souvent rachetées à vil prix aux anciens nobles émigrés ou guillotinés, permettent à une nouvelle classe de paysans aisés et de bourgeois ruraux de prospérer sur les décombres de l'ancien régime. C'est une époque d'opportunité pour ceux qui savent saisir leur chance, mais aussi de grande vulnérabilité pour les plus faibles. Les routes sont dangereuses, infestées de brigands et de déserteurs. L'autorité publique peine à s'exercer dans les campagnes isolées. Les voyageurs solitaires, les colporteurs, les mendiants, tous ces marginaux qui parcourent les chemins de France vivent dans un état de précarité permanente. Beaucoup disparaissent sans laisser de traces, victimes supposées des aléas du voyage ou de la criminalité de grands chemins. Personne ne s'inquiète vraiment de leur sort. C'est dans ce contexte de chaos latent et d'indifférence sociale que la famille Rousseau s'installe discrètement dans une ferme isolée à exactement 3 lieues et demie du bourg de Bellefontaine, sur un plateau venteux où ne poussent que des chênes rabougris et quelques maigres cultures de seigle. Pierre Rousseau, homme d'une 40aine d'années au visage buriné par ce qui semble être des décennies de dur labeur, arrive par une froide matinée de février 1798 avec sa famille. Sa femme Margot, d'apparence austère et au regard fuyant, paraît plus jeune que lui d'une 10aine d'années. Leurs 3 enfants les accompagnent. Jacques, 22 ans, jeune homme au physique imposant et aux mains déjà marquées par le travail. Sylvie, 19 ans, jeune fille silencieuse aux yeux étrangement vides, et le Benjamin Lucien, 16 ans, adolescent chétif qui semble toujours marcher dans l'ombre de son frère aîné. Il se présente comme d'anciens métayers de la région dijonnaise, chassés par les troubles révolutionnaires et les réquisitions militaires. Pierre Rousseau raconte volontiers, à qui veut l'entendre, que sa famille travaillait depuis des générations les terres d'un marquis émigré, et qu'ils ont dû fuir précipitamment quand les autorités révolutionnaires ont commencé à s'en prendre aux complices de l'aristocratie. Un récit plausible que personne ne songe à vérifier dans ces temps où tant de familles ont connu des destins similaires. La ferme qu'ils acquièrent n'a rien d'exceptionnel au premier regard. Une bâtisse de pierre grise typique de la région, construite au siècle précédent selon l'architecture rurale bourguignonne traditionnelle. 2 étages, sous un toit de tuiles rouges. Des murs épais percés de petites fenêtres, une cour pavée entourée de bâtiments agricoles. Une grange imposante, une étable pour une 10aine de bêtes, un pigeonnier cylindrique, un puits cerclé de pierres, et cette longue allée de peupliers qui mène au chemin principal, créant un tunnel végétal inquiétant les jours de brouillard. L'ensemble s'étend sur une 15aine d'hectares de terres cultivables, plus un petit bois de chênes centenaires qui s'étend vers le nord, créant une zone d'ombre permanente, même par les plus beaux jours d'été.
La propriété précédente appartenait à un certain maître Dubois, notaire de Beaune-Mort sans héritier direct l'année précédente. Ses neveux parisiens, pressés de vendre pour récupérer des liquidités, ont accepté la première offre venue. Pierre Rousseau paie comptant, en écus d'or, ce qui impressionne considérablement maître Giraud, le notaire local chargé de l'acte de vente. L'homme sort d'une sacoche de cuir usée une bourse lourde contenant exactement 2847 livres en pièces diverses, montant qu'il compte et recompte avec une minutie presque maniaque avant de les disposer sur le bureau du notaire. Quand Giraud s'étonne de cette somme importante, Rousseau explique avoir fait fortune dans le commerce du bétail avant la Révolution, ayant su mettre ses biens à l'abri des troubles en les convertissant en or. Il semble pressé de finaliser la transaction et insiste pour que l'acte soit dressé dans les plus brefs délais, sans trop de formalités administratives. Les temps sont incertains, répète-t-il, et il vaut mieux s'installer rapidement pour commencer les travaux de printemps. Le notaire, habitué aux excentricités de sa clientèle rurale, ne trouve rien à redire à cette hâte. Dès leur installation, les Rousseau se lancent dans d'importants travaux d'aménagement. Ils font venir des ouvriers de Dijon pour refaire entièrement le sol de la grange. Creuser plusieurs fosses dans la cour qu'ils comblent aussitôt avec de la chaux vive. Et construire un nouveau puits à l'écart de l'ancien, près de la lisière du bois de chêne. Ces travaux, menés avec une énergie surprenante, attirent l'attention des voisins les plus proches. Marie Blanchard, épouse du fermier de la propriété contiguë, observe ses activités depuis sa fenêtre avec une curiosité croissante. Elle note que les Rousseau travaillent souvent la nuit à la lueur de lanternes et qu'ils semblent très soucieux de dissimuler leurs activités. Quand elle tente d'engager la conversation avec Margot Rousseau au marché de Bellefontaine, cette dernière se montre polie mais distante, évitant soigneusement les questions sur leur vie antérieure ou leurs projets. Rien qui ne puisse véritablement alarmer cependant. Les paysans sont souvent méfiants envers les nouveaux venus et les temps difficiles incitent chacun à la discrétion. Si ce n'est cette curieuse odeur qui commence à émaner des bâtiments par temps chaud, un mélange âcre de décomposition organique et de produits chimiques que les voisins attribuent d'abord aux activités agricoles normales, fumier, lisier, chaux, utilisés pour l'amendement des terres. Les premiers mois de 1798 se déroulent sans incident notable. La famille Rousseau s'intègre progressivement et discrètement dans la communauté rurale de Bellefontaine. Pierre et ses fils se rendent régulièrement au marché hebdomadaire du samedi, vendant quelques volailles, des œufs, des légumes de leur potager. Leur production semble modeste mais de bonne qualité et ils pratiquent des prix légèrement inférieurs à la concurrence, ce qui leur attire une clientèle fidèle. Margot reste la plupart du temps à la ferme, s'occupant de l'intendance domestique avec sa fille Sylvie. Les rares fois où on les aperçoit au village, elle se montre polie mais réservée, échangeant les salutations d'usage sans jamais s'attarder en conversation. Sylvie, en particulier, semble frappée d'une timidité maladive qui la pousse à baisser constamment les yeux et à se réfugier derrière sa mère dès qu'un étranger s'approche. Les voisins immédiats notent leur discrétion, leur politesse un peu froide, mais rien qui puisse véritablement les alarmer. Les Rousseau paient leurs dettes, entretiennent correctement leur propriété, ne causent aucun trouble. Tout au plus, remarque-t-on, qu'ils semblent disposer de moyens financiers supérieurs à ce que laisse supposer leur modeste exploitation agricole. Leurs habits sont de bonne qualité, leurs chevaux bien nourris, et Pierre Rousseau règle toujours ses achats comptants, sans marchander. Mais c'est au début du mois de mai 1798 qu'un premier incident vient troubler cette tranquillité apparente. Jean-Baptiste Moreau, colporteur âgé d'une cinquantaine d'années et connu dans toute la région pour ses tournées régulières, disparaît subitement sans laisser de traces. Moreau était un homme méticuleux et ponctuel. Ancien soldat des armées royales, il avait reconverti son expérience militaire en sens pratique du commerce itinérant. Chaque mois, il effectuait le même circuit dans un rayon de 20 lieues autour de Dijon, transportant dans sa charrette, tirée par un cheval alezan, les marchandises les plus diverses, tissus, ustensiles ménagers, remèdes de bonne femme,
Livres de colportage, rubans, boutons, tout ce qui pouvait intéresser la clientèle rurale. Sa dernière apparition confirmée a lieu le 3 mai 1798 à l'auberge du Cheval Blanc, à Bellefontaine, où il prend son repas du soir selon son habitude. L'aubergiste, un certain Roussel, le voit consulter son carnet de commandes et préparer sa tournée du lendemain. Moreau annonce son intention de se rendre dans les fermes isolées des environs pour livrer plusieurs commandes en attente, mentionnant notamment la nouvelle famille qui s'est installée sur le plateau de Montclair, désignant ainsi la ferme Rousseau. Le colporteur quitte l'auberge vers 7 heures du matin le 4 mai, sa charrette lourdement chargée, tirant son cheval par la bride sur le chemin poussiéreux qui mène vers les hauteurs. Plusieurs témoins le voient s'engager sur la route de Montclair, sifflotant comme à son habitude. C'est la dernière fois qu'on l'aperçoit vivant. Quand Moreau ne donne pas signe de vie après une semaine, ses contacts habituels commencent à s'inquiéter. Le colporteur était un homme de parole qui respectait scrupuleusement ses engagements commerciaux. Son absence prolongée sans explication ne lui ressemble pas. Sa femme, restée à Dijon, se rend à Bellefontaine pour tenter de retrouver sa trace. Elle interroge l'aubergiste Roussel, reconstitue l'emploi du temps de son mari, parcourt les chemins qu'il avait l'habitude d'emprunter. Plusieurs fermiers confirment qu'ils attendaient sa visite, mais qu'il n'est jamais arrivé chez eux. Sa charrette et son cheval alezan ne sont retrouvés nulle part, comme s'ils s'étaient évaporés dans la nature bourguignonne. La disparition d'un colporteur n'est malheureusement pas exceptionnelle en ces temps troublés. Les routes sont dangereuses, infestées de brigands qui n'hésitent pas à assassiner pour quelques pièces d'argent. Les autorités locales, débordées et mal équipées, se contentent d'enregistrer la plainte sans mener d'enquête approfondie. Beaucoup attribuent cet événement aux aléas ordinaires du voyage commercial. Mais c'est la deuxième disparition, survenue exactement 3 semaines plus tard, qui commence à semer l'inquiétude dans l'esprit de quelques observateurs attentifs. Cette fois, il s'agit de Claude Beaulieu, homme d'une 50aine d'années, veuf depuis 5 ans et sans famille proche, qui vivait seul dans une masure délabrée à la sortie de Bellefontaine. Beaulieu était un personnage pittoresque et quelque peu marginal, ancien braconnier reconverti en journalier agricole après avoir purgé une peine de prison pour vol de gibier sur les terres seigneuriales. Beaulieu était surtout connu pour sa passion immodérée du braconnage nocturne et ses escapades clandestines dans les bois et forêts des environs. Malgré les interdictions légales et les risques d'arrestation, il ne pouvait s'empêcher de parcourir les sentiers forestiers dès la tombée de la nuit, posant des collets, tendant des pièges, pratiquant cette chasse illégale qui constituait à la fois son vice et son gagne-pain. Le 25 mai au matin, sa masure est trouvée vide, la porte grande ouverte battant au vent printanier. L'intérieur semble avoir été quitté précipitamment. Les braises sont encore tièdes dans l'âtre. Une assiette à demi mangée traîne sur la table de bois brut. Ses vêtements de rechange pendent encore aux clous plantés dans le mur. Plus curieux, ces quelques biens de valeur sont restés sur place, y compris une bourse de cuir contenant 14 livres en pièces d'argent, somme considérable pour un homme de sa condition. Son fusil de chasse, vieux mousquet à silex qu'il entretenait avec un soin jaloux, a disparu avec lui. Mais ses pièges, ses collets, tout son matériel de braconnier est resté dans la remise attenante à sa maison. Détail troublant, son chien, un bâtard de chasse qu'il avait dressé pour l'accompagner dans ses expéditions nocturnes, erre autour de la propriété abandonnée en gémissant, refusant la nourriture que lui proposent les voisins compatissants. François Durand, maire de Bellefontaine depuis l'élection de 1795, est un homme prudent et méticuleux qui prend ses responsabilités administratives très au sérieux. Ancien clerc de notaire avant la Révolution, il a développé au fil des années un sens aigu de l'observation et une méthode rigoureuse dans le traitement des affaires communales. Durand commence à noter ces disparitions successives dans un registre spécial qu'il ouvre spécialement à cet effet. Il interroge discrètement les habitants, tente de reconstituer les derniers déplacements des disparus, recherche d'éventuels témoins ou indices. Sa démarche révèle rapidement des éléments troublants qui l'amènent à soupçonner que ces disparitions ne relèvent pas du simple hasard.
C'est alors qu'émergent les premiers témoignages qui vont orienter ses soupçons vers la ferme du plateau de Montclair. Marie Blanchard, l'épouse du fermier voisin des Rousseau, raconte avoir aperçu Claude Beaulieu rôder près de la propriété quelques jours avant sa disparition. Elle l'avait distinctement reconnu depuis sa fenêtre de cuisine vers 10 heures du soir, marchant furtivement en direction de la ferme avec son fusil de chasse à l'épaule et son sac de braconnier en bandoulière. Il connaissait visiblement le chemin, précise-t-elle au maire lors de son interrogatoire. Il marchait d'un pas décidé, sans hésitation, comme quelqu'un qui s'y était déjà rendu plusieurs fois. Il n'avait pas l'air de découvrir les lieux. Un autre témoin, Antoine Girard, berger employé par plusieurs propriétaires de la région, affirme avoir entendu des cris étranges provenant de la direction de la ferme Rousseau à plusieurs reprises durant le mois de mai. Des cris d'hommes, insiste-t-il avec force. Des appels au secours qui duraient quelques minutes puis s'arrêtaient brusquement, comme coupés au couteau. Girard explique qu'intrigué par ces bruits inquiétants, il avait voulu s'approcher de la ferme pour vérifier ce qui se passait. Mais à chaque tentative, les chiens de garde des Rousseau, 2 molosses de grande taille qu'il n'avait jamais vus auparavant dans la région, l'avaient dissuadé par leurs aboiements féroces et menaçants. Ces bêtes n'aboyaient pas comme des chiens normaux, précise le berger. Elles grondaient comme des loups enragés et leurs yeux brillaient dans l'obscurité d'une façon qui me glaçait le sang. J'ai renoncé à m'approcher. L'été 1798 apporte son lot de mystères supplémentaires et de révélations troublantes. Les disparitions se succèdent désormais à un rythme régulier et méthodique, environ 1 par mois, touchant invariablement des personnes isolées, sans famille proche, des individus en marge de la société dont l'absence ne sera remarquée qu'après plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cette sélection des victimes ne semble pas relever du hasard. Chaque disparu présente le même profil. Personne solitaire, sans attache familiale solide, disposant de quelques ressources financières mais sans protection sociale, évoluant dans les circuits marginaux de l'économie rurale. Comme si quelqu'un étudiait méticuleusement la population locale pour identifier les proies les plus vulnérables. En juin, c'est au tour d'Étienne Lacroix de s'évaporer dans la nature. Lacroix, ancien soldat des armées révolutionnaires, avait été réformé en 1796 après avoir perdu une jambe lors de la campagne d'Italie. Invalide de guerre, il vivait tant bien que mal de la mendicité et de petits travaux agricoles saisonniers, parcourant la région avec sa béquille de bois et sa médaille militaire épinglée sur sa veste rapiécée. L'homme fréquentait assidûment les auberges et cabarets des environs, où il racontait volontiers ses campagnes militaires en échange de quelques verres de vin. Lacroix avait la réputation d'être un bon vivant, généreux avec ses maigres ressources, mais aussi imprudent et naïf. Il lui arrivait d'exhiber devant témoins sa pension d'invalide, somme modeste mais régulière, qui représentait une petite fortune aux yeux des plus démunis. Sa disparition est signalée par l'aubergiste du Cheval Blanc, chez qui Lacroix prenait ses repas quand ses finances le permettaient. L'ancien soldat avait annoncé son intention de se rendre dans les fermes isolées pour proposer ses services lors des moissons. Il avait même précisé, devant plusieurs témoins, qu'un fermier du plateau de Montclair lui avait fait miroiter un travail bien rémunéré. Il était tout content, rapporte l'aubergiste Roussel au maire Durand. Il disait qu'un fermier lui avait promis 20 sous par jour, plus la nourriture pour aider aux travaux des champs. Pour un homme comme lui, avec sa jambe de bois, c'était une aubaine inespérée. Lacroix quitte l'auberge le 8 juin au matin, claudiquant sur le chemin poussiéreux, sa besace contenant ses maigres affaires personnelles et sa pension du mois. On ne le reverra jamais. En juillet, nouvelle disparition avec Marie-Jeanne Petit, veuve d'une 40aine d'années sans enfant, qui gagnait sa vie en vendant des herbes médicinales et des remèdes traditionnels sur les marchés de la région. Femme discrète et pieuse, elle vivait seule dans une petite maison héritée de ses parents, entretenant un jardin de plantes médicinales qui faisait sa réputation. Marie-Jeanne était connue pour ses décoctions contre les fièvres, ses onguents pour soigner les plaies, ses tisanes apaisantes. Sa clientèle, composée principalement de femmes de fermiers et d'artisans, lui assurait des revenus modestes mais réguliers.
Elle avait aussi la réputation de posséder quelques économies, fruits d'années de labeur et de privation. Sa disparition est d'autant plus mystérieuse qu'elle était prévue pour tenir son étal au marché de Beaune le 15 juillet. Marie-Jeanne ne manquait jamais ses rendez-vous commerciaux, sa ponctualité étant légendaire. Quand elle ne se présente pas à son emplacement habituel, ses clients réguliers s'inquiètent et signalent son absence aux autorités. Une perquisition de sa maison révèle qu'elle a été quittée précipitamment. Ses réserves d'herbes séchées sont restées sur place, ses instruments de préparation n'ont pas été nettoyés et surtout, la cassette de bois où elle conservait ses économies a disparu. Ses voisins confirment qu'elle gardait dans ce coffret une somme d'environ 200 livres en pièces diverses, fruit de plusieurs années d'épargne laborieuse. Le mois d'août apporte une disparition encore plus troublante. Celle de deux frères, Paul et Michel Bertrand, bûcherons itinérants venus de Franche-Comté pour travailler dans la région pendant la saison estivale. Les deux hommes, âgés respectivement de 35 et 40 ans, étaient des travailleurs expérimentés et robustes, habitués aux dangers de leur métier. Ils avaient trouvé de l'embauche chez plusieurs propriétaires forestiers de la région et s'étaient installés temporairement dans une baraque de planches qu'ils avaient montée à la lisière d'un bois près du hameau de Montclair. Leurs économies, fruits de plusieurs mois de labeur, étaient conservées dans une bourse de cuir qu'ils gardaient toujours sur eux. Les frères Bertrand étaient des hommes méfiants et prudents, qui connaissaient les dangers de leur existence itinérante. Ils ne s'aventuraient jamais seuls dans les endroits isolés et gardaient toujours leurs outils de travail, hache, scie, serpe, à portée de main. Leur disparition simultanée paraît d'autant plus inexplicable qu'ils étaient parfaitement capables de se défendre contre d'éventuels agresseurs. Leur baraque est trouvée vide le 20 août, leurs outils de travail abandonnés sur place, leurs couvertures encore défaites. Mais leurs économies, estimées à plus de 300 livres, ont disparu avec eux. Plus troublant encore, on trouve dans leurs affaires une lettre inachevée, dans laquelle Paul Bertrand écrit à sa femme « Nous avons trouvé une belle commande chez un fermier du plateau. Il nous propose de défricher son bois contre une somme rondelette. Nous partons demain matin, voir les lieux et négocier le prix. » Chaque disparition suit désormais le même schéma inquiétant. La personne est vue pour la dernière fois se dirigeant vers les fermes isolées des environs, souvent après avoir mentionné une proposition de travail ou une affaire avantageuse. Puis, plus rien. Aucun corps n'est retrouvé. Aucune trace de violence apparente, aucun indice matériel. Comme si ces hommes et ces femmes s'étaient littéralement volatilisés dans l'air bourguignon. Le maire Durand intensifie ses investigations avec l'énergie du désespoir. Il interroge systématiquement tous les fermiers de la région, reconstitue minutieusement les itinéraires possibles des disparus, consulte les registres des communes voisines pour vérifier si des cas similaires s'y sont produits. Il correspond avec ses homologues des départements limitrophes, leur demandant s'ils ont connu des disparitions mystérieuses comparables. Ces recherches patientes et méthodiques le mènent invariablement vers le même secteur géographique, un rayon de 3 lieues autour de la ferme Rousseau. Tous les disparus avaient été vus pour la dernière fois, se dirigeant vers cette zone. Tous avaient mentionné une proposition émanant d'un fermier du plateau ou d'une famille récemment installée. Ces coïncidences troublantes poussent Durand à se rendre personnellement à la ferme Rousseau pour questionner Pierre et sa famille. Mais quand il frappe à leur porte, il ne trouve que des réponses évasives et polies, débitées avec une courtoisie glaciale qui le met profondément mal à l'aise. Non, les Rousseau n'ont vu aucun des disparus. Non, ils n'ont remarqué aucun fait inhabituel dans les environs. Non, ils n'ont proposé de travail à aucun journalier ou artisan itinérant. Oui, ils aideront volontiers les autorités si cela s'avère nécessaire. Pierre Rousseau se montre même compatissant. Ces temps sont si difficiles, monsieur le maire. Les routes ne sont guère sûres et il y a tant de brigands dans nos campagnes. Ces pauvres gens ont dû tomber sur de mauvaises rencontres. Mais durant ses visites répétées à la ferme, Durand note plusieurs détails qui attisent ses soupçons au lieu de les apaiser. D'abord, cette odeur persistante et nauséabonde qu'il n'arrive pas à identifier précisément, un mélange écœurant de décomposition organique, de chaux vives et de fumée âcre qui semble émaner de tous les bâtiments.
Quand il en fait la remarque, Pierre Rousseau l'attribue aux travaux agricoles en cours. Nous amendons nos terres avec du fumier et de la chaux, monsieur le maire. C'est la saison des grands travaux. Ensuite, l'état général de la propriété révèle des transformations considérables pour une famille installée depuis seulement quelques mois. Malgré leur arrivée récente, les Rousseau semblent avoir effectué d'importants et coûteux travaux d'aménagement. Le sol de la grange a été entièrement refait avec un dallage de pierre neuve. Plusieurs fosses ont été creusées, puis comblées dans la cour, et un nouveau puits a été foré à l'écart de l'ancien, près de la lisière du sinistre bois de chêne. Plus troublant encore, la famille semble disposer de moyens financiers considérables et inexpliqués. Leurs vêtements sont de belle qualité, confectionnés dans des tissus coûteux qui tranchent avec leur statut supposé d'anciens métayers. Leur table, qu'il aperçoit par les fenêtres, est toujours bien garnie. Viande, fromage, pain blanc, vin fin. Pierre Rousseau règle ses achats au village, toujours en espèces sonnantes et trébuchantes, sortant de sa bourse des pièces d'or et d'argent, comme s'il en possédait des réserves inépuisables. Pour des anciens métayers, prétendument ruinés par la Révolution et contraints à l'exil, cette aisance financière paraît non seulement suspecte, mais proprement impossible. Les vrais métayers de l'époque vivent dans la précarité la plus totale, survivant péniblement avec les maigres revenus de leurs petites exploitations. Durand note aussi le comportement étrange des membres de la famille. Pierre Rousseau, malgré sa courtoisie affichée, ne peut dissimuler complètement une nervosité latente qui se trahit par ses mains qui tremblent légèrement, ses regards fuyants, sa tendance à parler trop vite comme pour écourter les conversations. Sa femme Margot reste constamment en retrait, évitant soigneusement tout contact visuel, répondant par monosyllabes quand on s'adresse à elle. Leur fille Sylvie présente un comportement encore plus inquiétant. La jeune fille semble frappée d'une sorte de mutisme pathologique, gardant constamment les yeux baissés, se réfugiant derrière sa mère dès qu'un étranger entre dans la maison. Ses rares paroles sont chuchotées, presque inaudibles, et elle a développé une série de tics nerveux. Elle se ronge les ongles jusqu'au sang, se tire compulsivement les cheveux, sursaute au moindre bruit. Quant aux Fils, Jacques et Lucien, ils affichent une déférence exagérée envers leur père, approuvant chacune de ses paroles d'un hochement de tête mécanique, n'osant jamais exprimer une opinion personnelle. Mais parfois, quand ils se croient inobservés, leur regard se charge d'une lueur étrange, mélange de peur et de complicité qui glace le sang du maire. Si cette accumulation d'indices troublants vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il se passe vraiment dans cette ferme maudite. L'automne 1798 marque un tournant décisif dans cette sinistre affaire. Le maire Durand, de plus en plus préoccupé par l'accumulation de disparitions inexpliquées et l'attitude suspecte de la famille Rousseau, décide de franchir un cap dans ses investigations. Ne pouvant plus se contenter d'enquêtes informelles, il rédige un rapport détaillé de 15 pages qu'il envoie au préfet du département de la Côte d'Or, à Dijon. Dans ce document méticuleux, Durand expose chronologiquement tous les éléments troublants qu'il a rassemblés. La série de disparitions touchant exclusivement des personnes isolées et vulnérables. Les témoignages concordants orientant les soupçons vers la ferme du plateau de Montclair. Le comportement étrange de la famille Rousseau. Leurs moyens financiers inexpliqués. Les transformations mystérieuses de leur propriété. Sa lettre d'accompagnement, rédigée dans le style administratif de l'époque, ne laisse transparaître aucune émotion, mais trahit une inquiétude profonde. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance une série de faits qui me paraissent de nature à troubler gravement l'ordre public et la sécurité des populations rurales de mon arrondissement. Les éléments que j'ai pu rassembler suggèrent la possibilité d'activités criminelles d'une nature particulièrement grave. Cette correspondance officielle provoque l'envoi immédiat d'un commissaire spécial, Auguste Mercier, ancien inspecteur de la police parisienne, reconverti dans l'administration départementale après les bouleversements révolutionnaires. Mercier, homme d'une cinquantaine d'années, au visage marqué par 20 ans d'enquête criminelle dans les bas-fonds de la capitale,
arrive à Bellefontaine le 12 octobre 1798, avec pour mission d'élucider ces mystérieuses disparitions. L'homme présente un profil particulièrement adapté à ce genre d'affaires. Ancien membre de la lieutenance générale de police sous l'Ancien Régime, il a survécu aux purges révolutionnaires grâce à son expertise technique et son sens politique aiguisé. Mercier a enquêté sur les crimes les plus sordides de Paris. Assassinats crapuleux, disparitions inexpliquées, trafic en tout genre. Il possède cette expérience précieuse des bas-fonds urbains qui lui permet de déceler immédiatement les comportements suspects et les mensonges mal construits. Mercier commence par étudier minutieusement tous les dossiers constitués par le maire Durand, qu'il trouve remarquablement bien documentés pour une enquête menée par un simple administrateur rural. Il interroge à nouveau tous les témoins, reconstitue pas à pas la chronologie des événements, établit des fiches détaillées sur chaque disparu. Sa méthode, héritée de son expérience parisienne, consiste à croiser systématiquement tous les témoignages pour détecter les concordances et les contradictions. Très rapidement, le commissaire parvient aux mêmes conclusions que le maire. Tous les indices convergent inexorablement vers la ferme Rousseau. Mais Mercier, fort de son expérience criminelle, va bien au-delà de ces constatations superficielles. Il identifie dans le modus operandi des ravisseurs présumés les caractéristiques d'une organisation criminelle structurée et expérimentée. Ces gens ne sont pas des débutants, confie-t-il au maire Durand lors d'une conversation privée. La sélection des victimes, la régularité des disparitions, l'absence totale d'indices matériels, tout cela révèle une méthode rodée, perfectionnée par des années de pratique. Nous n'avons pas affaire à des criminels occasionnels, mais à des professionnels du meurtre. Mercier fait venir de Dijon 4 gendarmes en civil, hommes d'expérience choisis pour leur discrétion et leur efficacité. Ensemble, ils organisent une surveillance rapprochée et permanente de la propriété Rousseau, établissant des postes d'observation dissimulés dans le bois de chêne qui entoure la ferme. Pendant plusieurs nuits consécutives, les enquêteurs observent la ferme depuis leur cachette, notant méticuleusement les allées et venues, les habitudes de la famille, les activités nocturnes suspectes. Ils utilisent des lunettes d'approche militaire, prennent des notes détaillées, se relaient pour maintenir une surveillance continue. Ce qu'ils découvrent durant ces longues heures d'observation les glace progressivement d'effroi et confirme leurs pires soupçons. Presque chaque nuit, vers 2 heures du matin, quand la campagne environnante sombre dans le silence le plus profond, Pierre Rousseau et ses 2 fils sortent discrètement de la maison principale. Ils se dirigent vers la grange, emportant des objets lourds qu'ils traînent sur le sol pavé de la cour, laissant derrière eux des traces sombres que les observateurs n'arrivent pas à identifier dans l'obscurité. Une fois dans la grange, ils allument un grand brasier derrière le bâtiment, dans une zone invisible depuis les chemins publics. Ce feu, alimenté par des matières que les gendarmes ne parviennent pas à distinguer, dégage une fumée épaisse et nauséabonde qui se disperse lentement dans l'air nocturne. Les 3 hommes restent dehors jusqu'aux premières lueurs de l'aube, entretenant constamment les flammes, y jetant régulièrement de nouveaux combustibles. Plus troublant encore, les surveillants repèrent un va-et-vient incessant entre la grange et un bosquet situé à une centaine de mètres des bâtiments principaux, près de la lisière du bois de chêne. Les hommes y transportent régulièrement des seaux, des outils de terrassement, des sacs dont le contenu reste mystérieux. Ils semblent y effectuer des travaux de creusement et de remblaiement, modifiant constamment la topographie de cette zone boisée. Un détail particulièrement sinistre attire l'attention des observateurs. À plusieurs reprises, ils voient Pierre Rousseau et ses fils transporter vers ce bosquet des objets de forme allongée, enveloppés dans des toiles grossières, qu'ils tirent sur le sol comme des fardeaux trop lourds pour être portés. Ces mystérieux colis, d'une longueur d'environ 6 pieds, sont invariablement dirigés vers la même zone du bosquet. Les gendarmes notent aussi que la famille possède un nombre anormalement élevé de chiens de garde. Outre les 2 molosses déjà signalés par les témoins, ils dénombrent au moins 4 autres chiens de forte taille qui patrouillent librement dans la propriété.
Ces animaux, particulièrement agressifs, semblent dressés pour interdire tout accès aux intrus. Leur comportement ne ressemble en rien à celui des chiens de ferme ordinaires. Ils ne jappent pas, ne manifestent aucune curiosité envers les étrangers, mais grondent sourdement dès qu'une présence suspecte est détectée. Au bout de 5 nuits d'observation, Mercier dispose d'éléments suffisants pour justifier une perquisition en règle. Mais il veut agir avec la plus grande prudence, car il soupçonne que les crimes commis par la famille Rousseau dépassent largement le cadre des seules disparitions de Bellefontaine. Pour préparer son intervention, le commissaire décide de mener une reconnaissance préalable de la propriété. Profitant d'une absence de la famille, partie au marché de Beaune pour la journée, Mercier et 2 de ses hommes s'introduisent discrètement dans les bâtiments. Cette exploration clandestine leur révèle des détails d'une horreur indicible. Ils inspectent d'abord la grange, dont le sol de terre battue a effectivement été refait récemment avec un dallage de pierre neuve. L'odeur de décomposition y est particulièrement forte et écœurante, malgré les efforts visibles pour la masquer avec de généreux épandages de chaux vives et de paille fraîche. En plusieurs endroits, le dallage présente des traces suspectes, taches sombres, auréoles rougeâtres, résidus organiques séchés. Mais c'est en soulevant quelques dalles mal ajustées que les enquêteurs font une découverte qui les bouleverse. Sous le nouveau dallage, la terre apparaît imprégnée d'une substance noirâtre et visqueuse, mélange de sang coagulé et de décomposition organique. L'odeur qui s'en dégage est si pestilentielle que les hommes doivent sortir précipitamment pour vomir. Dans un coin de la grange, dissimulé sous un amas de foin et de vieux sacs, ils découvrent toute une collection d'objets personnels ayant manifestement appartenu aux disparus. Un couteau de colporteur gravé aux initiales JBM, Jean-Baptiste Moreau, un fusil de chasse de fabrication locale aux initiales CB, probablement celui de Claude Beaulieu, une béquille de bois sculptée portant une médaille militaire, celle d'Étienne Lacroix, des pièces de monnaie diverses, quelques bijoux de peu de valeur, des boutons de vêtements, des fibules, des objets usuels de toutes sortes. Cette macabre collection constitue un véritable catalogue des crimes commis. Chaque objet raconte une histoire, évoque une vie brutalement interrompue, témoigne d'un drame individuel. Mercier fait inventorier minutieusement ces pièces à conviction, espérant pouvoir identifier formellement toutes les victimes. Mais c'est l'exploration du sinistre bosquet qui leur révèle toute l'ampleur de l'horreur. Le sol de cette zone boisée a été retourné à de multiples endroits, formant une quinzaine de petites buttes artificielles dissimulées sous les feuilles mortes et les branchages. En grattant la terre meuble à quelques endroits, les enquêteurs mettent au jour des fragments d'os humains, des lambeaux de tissu en décomposition, des objets métalliques corrodés par l'humidité. L'évidence s'impose dans toute sa monstrueuse réalité. La famille Rousseau attire systématiquement les personnes isolées qui s'approchent de leur propriété, les assassine dans la grange transformée en abattoir clandestin, puis fait disparaître les corps en les brûlant partiellement avant d'enterrer les restes calcinés dans ce lugubre cimetière forestier. Mais le plus glaçant reste à découvrir. En fouillant plus minutieusement les bâtiments, Mercier met la main sur un carnet de comptes dissimulé dans une cache secrète aménagée dans l'épaisseur du mur de la maison principale. Ce document, tenu avec une minutie comptable effroyable, détaille toutes les opérations menées par la famille depuis leur installation. Rédigé de la main de Pierre Rousseau dans un style froid et administratif, ce registre macabre répertorie chaque victime avec ses caractéristiques, nom quand il est connu, âge approximatif, date de traitement, nature et valeur des biens récupérés. Le tout présenté comme une comptabilité commerciale ordinaire, sans la moindre trace d'émotion ou de remords. Quelques extraits de ce document glaçant: 3 mai, colporteur JBM, marchandises diverses, plus 47 livres argent, plus cheval alezan, plus charrette, incinération complète nocturne, restes enfouis, secteur A. 25 mai, braconnier CB, fusil, plus gibier, plus 6 livres, traitement standard, secteur B. 8 juin, invalide militaire, EL,
Pension mensuelle. 12 livres, plus médailles, plus effets divers. Secteur C. Chaque opération est ainsi consignée avec un détachement clinique qui révèle des personnalités profondément psychopathes, capables de réduire le meurtre à une simple transaction commerciale. Le carnet mentionne aussi des dépenses d'exploitation, achat de chaux vives, de combustible pour les incinérations, d'outils de terrassement, de nourriture supplémentaire pour les chiens. Plus terrifiant encore, le registre évoque des correspondances avec associés et des transferts de fonds vers autres secteurs, suggérant l'existence d'un véritable réseau criminel organisé à l'échelle nationale. Fort de ces découvertes accablantes et disposant désormais de preuves matérielles irréfutables, le commissaire Mercier organise l'arrestation immédiate de la famille Rousseau. Mais il veut agir avec la plus grande prudence, car il soupçonne que les criminels sont armés et potentiellement dangereux. Il fait appel à des renforts de gendarmerie supplémentaires et prépare minutieusement l'opération d'arrestation. L'intervention est prévue pour le 20 octobre au matin, quand toute la famille sera présente à la ferme pour les travaux agricoles habituels. Mercier dispose de 8 gendarmes aguerris, tous anciens militaires rompus aux opérations délicates. Le plan prévoit un encerclement simultané de tous les bâtiments pour empêcher toute tentative de fuite. Mais les Rousseau, dotés de l'instinct de survie développé par des années de criminalité, semblent avoir senti le danger approcher. 2 jours avant l'opération programmée, plusieurs témoins du village les signalent dans des activités suspectes. Marie Blanchard, la voisine la plus proche, rapporte avoir vu la famille brûler d'importantes quantités de papier dans la cour de la ferme, alimentant un brasier qui a duré toute une journée. La fumée était noire et épaisse, précise-t-elle, et l'odeur était abominable, comme s'il brûlait des choses qui n'étaient pas faites pour être consumées. D'autres témoins les voient charger précipitamment plusieurs malles et sacs dans leur charrette principale, comme s'ils préparaient un départ urgent. Pierre Rousseau se rend plusieurs fois au village pour régler ses derniers comptes avec les commerçants locaux, payant toujours comptant mais semblant pressé d'en finir avec ses formalités. Plus troublant encore, Marie Blanchard rapporte avoir aperçu Margot Rousseau en pleine nuit vers 3 heures du matin, creusant furieusement près du puits abandonné avec une pelle et une pioche. Elle enterrait quelque chose, affirme la témoin, quelque chose qu'elle ne voulait surtout pas laisser derrière elle. Elle jetait constamment des regards inquiets autour d'elle, comme si elle craignait d'être surprise. Ces signes précurseurs auraient dû alerter les autorités, mais les communications entre le village et Dijon prennent du temps, et les nouvelles n'arrivent aux oreilles de Mercier qu'avec plusieurs heures de retard. Le 19 octobre au soir, quand les gendarmes prennent position autour de la propriété pour l'opération du lendemain matin, ils constatent avec amertume que la ferme semble étrangement silencieuse. Aucune lumière ne filtre des fenêtres, aucun bruit ne provient des bâtiments, même les chiens de garde ne donnent pas signe de vie. À l'aube du 20 octobre, quand Mercier donne le signal de l'assaut, les gendarmes découvrent une propriété complètement abandonnée. La famille Rousseau s'est volatilisée dans la nuit, ne laissant derrière elle que l'odeur persistante de mort et de destruction qui imprégnait déjà les lieux. Une perquisition systématique de tous les bâtiments révèle l'ampleur du massacre et la sophistication de l'organisation criminelle. La grange a été transformée en véritable chambre de torture artisanale. Sous le dallage récent, les enquêteurs découvrent une infrastructure macabre. Des chaînes scellées dans les murs de pierre, des anneaux de fer pour entraver les victimes, des instruments de contention fabriqués avec des outils agricoles détournés de leur usage normal. Les murs portent des traces de sang séché remontant visiblement à plusieurs mois, des griffures d'ongles humains, des impacts de coups violents. Dans une alcôve dissimulée derrière un amas de paille, les gendarmes mettent au jour un arsenal impressionnant. Couteaux de boucher, haches bien affûtées, scies, masses, cordes, tout un attirail destiné à maîtriser les victimes et à faire disparaître les corps. Certains de ces instruments portent encore des traces organiques qui ne laissent aucun doute sur leur utilisation. Plus glaçant encore, ils découvrent les restes d'un système d'incinération perfectionné. Un foyer de briques réfractaires capable de produire des températures très élevées, des soufflets pour activer la combustion,
des creusets pour récupérer les résidus métalliques, dents en or, bijoux, pièces de monnaie, des tamis pour séparer les cendres des fragments d'os. Cette installation révèle que les Rousseau ne se contentaient pas d'assassiner leurs victimes. Ils avaient développé une véritable industrie de destruction des preuves, perfectionnée par des mois de pratique. Le Bosquet livre progressivement tous ses secrets macabres. Les fouilles systématiques révèlent au moins 18 fosses contenant des restes humains à différents stades de décomposition. Certains corps, enterrés récemment, sont encore partiellement reconnaissables et permettent l'identification formelle des victimes. D'autres, réduits à l'état de fragments calcinés et d'ossements dispersés, témoignent d'une activité criminelle remontant probablement à plusieurs années. L'examen minutieux des objets personnels retrouvés permet d'identifier formellement 12 victimes parmi les disparus signalés, mais suggère l'existence d'au moins 6 autres victimes non encore identifiées. Le nombre total des crimes commis par la famille Rousseau pourrait donc dépasser la vingtaine. Mais la découverte la plus terrifiante est celle du journal intime de Pierre Rousseau, dissimulé dans une cache secrète aménagée sous les fondations de la maison. Ce document de plus de 100 pages, rédigé dans un style détaillé et méticuleux, ne se contente pas d'enregistrer les crimes, il les planifie, les analyse, les perfectionne. Le document révèle que Pierre Rousseau tenait une comptabilité précise de ses activités criminelles, mais aussi qu'il théorisait ses méthodes, étudiait les moyens d'améliorer son rendement, développait de nouvelles techniques pour attirer les victimes et faire disparaître les preuves. Extrait particulièrement glaçant. L'appât de l'emploi bien rémunéré fonctionne particulièrement bien avec les journaliers et les artisans itinérants. Ils acceptent de nous suivre sans méfiance jusqu'aux bâtiments isolés. Jacques excelle dans ce rôle d'employeur bienveillant. L'incinération nocturne doit être complète pour éviter tout risque de découverte. La chaux vive accélère la décomposition des restes organiques. Prévoir toujours une réserve suffisante. Sylvie montre des aptitudes remarquables pour fouiller les effets personnels et évaluer les objets de valeur. Sa discrétion naturelle en fait un atout précieux. Ses notes révèlent que toute la famille participait activement au crime, chaque membre ayant un rôle spécialisé dans cette macabre organisation. Pierre dirigeait les opérations et se chargeait du recrutement des victimes. Jacques, le fils aîné, servait d'appât et participait aux exécutions. Margot s'occupait de la logistique, préparation des lieux, fourniture des outils, gestion des stocks de chaux et de combustible. Sylvie, malgré son jeune âge, était chargée de trier les biens des victimes et d'évaluer leur valeur marchande. Quant à Lucien, le Benjamin, il servait de guetteur et participait aux travaux d'incinération et d'enfouissement. Le journal mentionne aussi des contacts extérieurs et des transferts financiers vers d'autres équipes, confirmant l'existence d'un réseau criminel organisé à l'échelle nationale. Des lettres interceptées évoquent des collègues de Normandie, des associés marseillais, des correspondants lyonnais, suggérant que la famille Rousseau n'était qu'un maillon d'une chaîne criminelle bien plus vaste. La nouvelle des crimes abominables de la ferme Rousseau se répand comme une traînée de poudre dans toute la Bourgogne, puis dans la France entière. L'affaire prend rapidement une dimension nationale quand les gazettes parisiennes s'emparent du sujet, publiant des récits sensationnels qui parlent d'une famille d'anthropophages, d'un repère de monstres et d'un abattoir humain au cœur de la France rurale. Les journaux de l'époque, friands de faits divers macabres, rivalisent d'imagination pour décrire les horreurs découvertes à Bellefontaine. Le Moniteur universel titre « Découverte d'une famille de criminels ayant fait périr plus de 20 personnes dans une ferme bourguignonne ». La Gazette de France évoque des monstres à figure humaine qui transformaient leurs propriétés en cimetières clandestins. Même les feuilles populaires s'emparent de l'affaire, publiant des gravures sensationnelles représentant la ferme maudite et ses sinistres occupants. Cette médiatisation nationale transforme l'affaire Rousseau en véritable phénomène de société. Les bourgeois parisiens frissonnent dans leurs salons en lisant les détails sordides de l'enquête.
Les campagnes françaises sombrent dans une psychose collective, chaque ferme isolée devenant suspecte, chaque famille discrète éveillant la méfiance. Mais où sont passés les Rousseau? Malgré l'ampleur des recherches déployées et la mobilisation de toutes les forces de police du territoire, les criminels semblent s'être évaporés dans la nature française. L'enquête menée par Mercier révèle qu'ils ont probablement quitté la région plusieurs jours avant l'opération de police, emportant avec eux le fruit considérable de leurs crimes. Argent liquide, bijoux, objets précieux volés à leurs victimes. Les estimations des autorités évaluent leur butin à plus de 3000 livres, somme considérable qui leur permet d'envisager une fuite de longue durée. Des témoins occasionnels les signalent sur la route de Lyon le 18 octobre, puis sur celle de Marseille le 22 octobre, mais ces témoignages restent fragmentaires et peu fiables. Il semble que les fugitifs aient soigneusement préparé leur évasion, disposant probablement de complicités et de caches préparées à l'avance. Le commissaire Mercier lance un avis de recherche dans toute la France, fait surveiller les ports de Marseille, Bordeaux, Le Havre, contrôler les frontières avec l'Espagne et l'Italie. Des portraits robots sont diffusés dans toutes les préfectures. Des récompenses promises pour toute information permettant leur capture. Mais les Rousseau, formés par des années de criminalité clandestine, maîtrisent parfaitement l'art de la dissimulation et de la fuite. Ils changent probablement d'identité, modifient leur apparence, se dispersent peut-être pour brouiller les pistes. Leurs traces se perdent rapidement dans l'immensité du territoire français. C'est alors qu'intervient un élément nouveau qui transforme complètement la nature de l'enquête. En fouillant plus minutieusement les décombres de la ferme abandonnée, les enquêteurs découvrent une correspondance secrète cachée dans un double fond de commode, révélant l'existence d'un véritable réseau criminel national. Cette correspondance, constituée d'une vingtaine de lettres échangées avec des complices dans d'autres régions de France, dévoile l'ampleur effroyable de l'organisation. Des lettres datées des mois précédents évoquent des affaires similaires, menée dans le midi de la France. La nécessité de changer de territoire de chasse, des partages de bénéfices avec d'autres équipes spécialisées. Une lettre particulièrement explicite, signée PR et adressée à un certain cousin Baptiste de Marseille, détaille les méthodes utilisées. Notre technique de l'emploi fictif continue de donner d'excellents résultats. Les journaliers et les artisans itinérants mordent à l'hameçon sans la moindre méfiance. Nous avons traité 18 cas depuis notre installation, avec un bénéfice moyen de 150 livres par opération. Il convient toutefois de rester prudent et de ne pas dépasser une victime par mois pour éviter d'attirer l'attention. Une autre lettre, plus ancienne et expédiée depuis Rouen, fait référence à des associés normands qui auraient développé une variante de la méthode. Les collègues de Normandie ont perfectionné la technique de l'auberge isolée. Ils accueillent les voyageurs solitaires, les dépouillent pendant leur sommeil, puis font disparaître les corps dans les tourbières. Leur bilan approche les 50 victimes en 2 ans d'activité. Ces documents révèlent que la famille Rousseau n'était pas un cas isolé d'aliénation criminelle, mais faisait partie d'une organisation bien structurée, opérant selon des méthodes standardisées dans plusieurs régions de France. Les crimes de Bellefontaine ne représenteraient que la partie émergée d'un iceberg criminel d'une ampleur inimaginable. Le commissaire Mercier transmet immédiatement ces informations cruciales au ministère de l'Intérieur, déclenchant une enquête nationale sur ce qui pourrait constituer l'un des premiers réseaux criminels organisés de l'histoire française moderne. Des commissaires spéciaux sont dépêchés dans toutes les régions mentionnées dans la correspondance: Normandie, Provence, Languedoc, Lyonnais. Parallèlement, une analyse plus approfondie des documents saisis révèle l'existence d'un véritable manuel opérationnel de 50 pages, rédigé par Pierre Rousseau lui-même, détaillant toutes les techniques développées par le réseau. Ce document, d'une précision clinique effrayante, constitue un véritable traité de crime organisé. Extrait de ce manuel. Chapitre 3. Sélection des victimes. Privilégier les individus isolés, sans attache familiale solide, disposant de ressources financières modestes mais réelles.
Évitez absolument les personnes de qualité, les négociants connus, tous ceux dont la disparition pourrait déclencher des recherches approfondies. Chapitre 7. Destruction des preuves. L'incinération doit être précédée d'un dépeçage minutieux pour accélérer la combustion. Les dents et les ossements résistent au feu. Prévoir un broyage mécanique suivi d'un éparpillement sur plusieurs kilomètres. Chapitre 10. Gestion financière. Ne jamais écouler les biens volés dans la région d'origine. Utiliser un réseau de receleurs spécialisés implantés dans les grandes villes. Réinvestir immédiatement les bénéfices dans l'amélioration de l'équipement opérationnel. Ce manuel révèle que le réseau criminel avait atteint un niveau de professionnalisation et d'organisation comparable à celui d'une véritable entreprise commerciale. Chaque aspect de l'activité criminelle était étudié, optimisé, standardisé. Les méthodes développées par les Rousseau pouvaient être facilement reproduites par d'autres équipes dans d'autres régions. Plus glaçante encore, le document évoque des plans d'expansion et des objectifs de croissance pour les années suivantes. Les criminels envisageaient d'étendre leur réseau à l'ensemble du territoire français, de recruter de nouvelles équipes opérationnelles, de développer des techniques encore plus sophistiquées. Cette révélation d'un réseau criminel organisé à l'échelle nationale vous fait-elle frissonner d'horreur? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il est advenu de cette famille maudite et de ses complices. Les recherches pour retrouver les Rousseau et démanteler leur réseau criminel se poursuivent pendant des mois, mobilisant des ressources policières considérables dans toute la France. L'affaire devient une priorité nationale, le directoire craignant que la révélation de l'existence de tels réseaux ne sème la panique dans les populations rurales et n'affaiblisse encore davantage l'autorité de l'État. Des équipes d'enquêteurs spécialisés sont constituées dans chaque département mentionné dans la correspondance saisie. Ces investigations révèlent progressivement l'ampleur effroyable du phénomène criminel. En Normandie, les autorités découvrent effectivement les traces d'une auberge de la mort tenue par une famille suspecte près de Caen. La propriété, abandonnée précipitamment quelques jours après l'affaire de Bellefontaine, contenait les restes de plus de 40 victimes enterrées dans les marécages environnants. L'établissement, tenu par un certain Jean-Louis Beaumont et sa femme, attirait les voyageurs isolés en proposant des tarifs défiant toute concurrence, puis les dépouillait et les assassinait pendant leur sommeil. Dans le Languedoc, près de Montpellier, une ferme viticole isolée révèle des horreurs similaires. La famille Bertrand, vigneron en apparence prospère, avait développé la technique du travail saisonnier fictif, promettant aux journaliers agricoles des emplois bien rémunérés lors des vendanges. Les ouvriers disparaissaient un à un, leur corps finissant dans des cuves de fermentation désaffectées avant d'être dissous dans l'acide utilisé pour le traitement des vins. En Provence, c'est une famille de meuniers qui opérait selon des méthodes similaires. Installés dans un moulin isolé sur les rives de la Durance, ils attiraient les voyageurs sous prétexte de leur vendre de la farine à prix réduit, puis les faisaient disparaître dans les mécanismes de broyage du moulin. Les enquêteurs découvrent que ce moulin de la mort fonctionnait depuis plus de 3 ans, faisant au moins une trentaine de victimes. Ces découvertes révèlent que le réseau criminel démantelé à Bellefontaine s'étendait effectivement à l'ensemble du territoire français, avec au moins 6 cellules opérationnelles identifiées, fonctionnant selon les mêmes méthodes. Le nombre total des victimes de ce réseau criminel dépasse probablement les 200 personnes, ce qui en ferait l'une des organisations criminelles les plus meurtrières de l'histoire française. Mais le mystère de la disparition des Rousseau persiste malgré l'intensité des recherches. Quelques indices émergent sporadiquement au fil des mois. Un signalement à Bordeaux en novembre 1788, où des témoins affirment avoir reconnu Pierre Rousseau tentant d'acheter des bijoux chez un orfèvre de la rue Sainte-Catherine. Une tentative d'escroquerie à Nancy, en janvier 1799, impliquant un homme correspondant au signalement de Jacques Rousseau, mais l'individu disparaît avant l'intervention des autorités.
En février 1799, la police lyonnaise arrête une femme suspecte qui pourrait être Margot Rousseau, mais l'identification formelle s'avère impossible et la suspecte est relâchée faute de preuves. Des témoins prétendent avoir aperçu la famille au complet à Toulouse en mars, puis à Perpignan en avril, mais ces signalements restent invérifiables. C'est finalement en mai 1799, plus de 6 mois après leur fuite, qu'un dénouement partiel et dramatique intervient dans un petit village des Pyrénées-Orientales, près de la frontière espagnole. Le village de Sant Llorenç de Cerdans, isolé dans une vallée pyrénéenne difficile d'accès, est le théâtre d'un drame qui pourrait bien marquer la fin tragique de la famille Rousseau. Dans la nuit du 12 au 13 mai 1799, une maison située à l'écart du bourg est entièrement détruite par un incendie d'une violence inouïe. Aux premières lueurs de l'aube, les villageois découvrent 5 corps carbonisés dans les décombres fumants. L'enquête locale, menée par le juge de paix de Prades, révèle que les victimes s'étaient installées dans le village 3 semaines plus tôt, sous les identités de Pierre Dumont, marchand de bestiaux, accompagné de sa femme Marie et de leurs 3 enfants, Jean, Louise et Michel. Ils prétendaient être des réfugiés du nord de la France, fuyant les troubles politiques et cherchant à recommencer une nouvelle vie près de la frontière espagnole. Les descriptions physiques des victimes correspondent parfaitement au signalement de la famille Rousseau. Homme d'âge mûr, corpulent, aux cheveux grisonnants. Femme plus jeune, de taille moyenne, aux traits anguleux. 2 jeunes hommes robustes, une jeune femme blonde aux yeux clairs. Bien que les corps soient partiellement calcinés, plusieurs détails anatomiques, cicatrices, malformations, particularités physiques corroborent cette identification. Plus troublant encore, l'enquête révèle que les nouveaux arrivants avaient rapidement éveillé les soupçons et l'hostilité des habitants de Sant Llorenç. Leur comportement étrange, leur aisance financière inexpliquée, leurs activités nocturnes mystérieuses avaient alimenté rumeurs et méfiances dans cette communauté montagnarde traditionnelle et fermée. Plusieurs incidents inquiétants s'étaient produits depuis leur arrivée. Des animaux domestiques, poules, chèvres, porcs, avaient disparu mystérieusement dans les fermes environnantes. 2 voyageurs de passage, des muletiers catalans qui transportaient des marchandises vers l'Espagne, n'avaient jamais atteint leur destination après avoir été vus pour la dernière fois près de la maison des Dumont. Plus grave encore, on avait découvert dans le jardin de leur propriété des ossements d'origine indéterminée, enterrés sous un amas de pierres. Quand les villageois les plus courageux avaient voulu examiner ces restes de plus près, ils avaient identifié des fragments qui ressemblaient étrangement à des os humains. Ces découvertes macabres, ajoutées au comportement de plus en plus suspect de la famille, avaient progressivement transformé la méfiance initiale en véritable psychose collective. Les villageois, gens simples et superstitieux, avaient fini par accuser les nouveaux venus de sorcellerie, de pacte avec le diable, de pratiques cannibales. La tension avait culminé le 12 mai au soir, quand une foule d'une 50aine de villageois en colère s'était rassemblée devant la maison suspecte, exigeant le départ immédiat de ses occupants. Les témoins rapportent des cris, des menaces, des projectiles lancés contre les volets fermés. L'incendie s'était déclaré vers minuit, dans des circonstances qui restent obscures. Selon certains témoins, les flammes seraient d'origine accidentelle, causées par une lampe à huile renversée durant la bagarre. Selon d'autres, des villageois fanatisés auraient délibérément mis le feu au bâtiment pour purifier le village de cette présence maléfique. Une troisième version, plus sinistre, suggère que les occupants de la maison auraient eux-mêmes allumé l'incendie, préférant mourir dans les flammes plutôt que d'affronter la justice ou la vengeance populaire. Cette hypothèse expliquerait pourquoi aucune tentative d'évasion n'a été constatée, pourquoi les corps ont été retrouvés groupés dans une seule pièce, comme s'ils s'étaient volontairement rassemblés pour mourir ensemble. Quelle que soit la vérité sur les circonstances de l'incendie, cette fin violente et dramatique laisse de nombreuses questions sans réponse. S'agissait-il vraiment de la famille Rousseau ? Si oui, avaient-ils continué leurs activités criminelles dans leur nouveau refuge pyrénéen ?
Combien de victimes avaient-ils fait au total depuis leur fuite de Bellefontaine? Et surtout, qu'était advenu du mystérieux réseau criminel dont ils semblaient faire partie? Ces interrogations ne trouveront jamais de réponse définitive. L'incendie a détruit tous les indices matériels qui auraient pu permettre une identification formelle des victimes. Les autorités locales, débordées et mal équipées, se contentent d'enregistrer la mort de 5 personnes dans un incendie accidentel, sans approfondir l'enquête. Il faut attendre plusieurs mois pour que les autorités nationales établissent un lien possible entre ce drame pyrénéen et l'affaire Rousseau. Quand le commissaire Mercier prend connaissance du dossier, en septembre 1799, les traces sont déjà froides et les témoins ont dispersé leurs souvenirs. Mercier se rend néanmoins à San-Llorenç de Cerdans pour mener sa propre enquête. Il interroge les survivants, examine les décombres de la maison incendiée, tente de reconstituer les derniers mois de la famille suspecte. Ses conclusions, consignées dans un rapport de 20 pages adressé au ministère, penchent pour l'identification positive. Selon lui, il s'agissait bien de la famille Rousseau, morte dans des circonstances dramatiques qui marquent la fin sanglante de leur carrière criminelle. Mais cette conclusion, si elle apporte un certain soulagement aux autorités, ne résout pas l'énigme du réseau criminel national. Les autres cellules, identifiées dans diverses régions de France, ont toutes disparu mystérieusement dans les semaines qui ont suivi l'affaire de Bellefontaine, comme si leurs membres avaient été prévenus du danger et avaient pris la fuite de manière coordonnée. Les archives départementales de l'époque conservent la trace d'enquêtes similaires menées simultanément dans au moins 8 départements français entre 1799 et 1801. Partout, le même scénario se répète. Des fermes isolées, abandonnées précipitamment, des propriétés suspectes désertées du jour au lendemain, des familles entières volatilisées sans laisser d'adresse. Ces disparitions en série suggèrent l'existence d'un système d'alerte sophistiqué qui permettait aux membres du réseau de se prévenir mutuellement des dangers. Peut-être disposait-il d'un code secret, d'un système de correspondance chiffrée, de complicité dans l'administration qui leur donnait accès aux informations confidentielles. À Marseille, la famille Bonnet, qui tenait une pension de famille suspecte dans le quartier du Port, disparaît dans la nuit du 25 octobre 1798, abandonnant une propriété où les enquêteurs découvriront plus tard les restes de 15 voyageurs. À Rouen, l'auberge Beaumont ferme brutalement ses portes le 2 novembre, laissant derrière elle un charnier de 43 victimes enterrées dans la cave. En Lyonnais, la ferme Girard, spécialisée dans l'accueil des ouvriers saisonniers, se vide de ses occupants le 15 novembre. Les fouilles ultérieures révéleront l'existence d'un véritable cimetière clandestin contenant les dépouilles de plus de 50 journaliers agricoles. Cette synchronisation des fuites ne peut relever du hasard. Elle témoigne d'une organisation criminelle, d'une sophistication remarquable, dotée de moyens de communication efficaces et de procédures d'urgence bien rodées. Les Rousseau n'étaient manifestement qu'un maillon de cette chaîne criminelle, certes important, mais pas irremplaçable. Le dossier officiel de l'affaire Rousseau fut finalement classé le 15 Thermidor en X, 3 août 1802, faute d'éléments nouveaux permettant de poursuivre les investigations. Les autorités consulaires, soucieuses de tourner la page des troubles révolutionnaires et de restaurer la confiance dans les institutions, préférèrent enterrer cette affaire embarrassante plutôt que de révéler au grand public l'ampleur du phénomène criminel découvert. Le rapport final, rédigé par le commissaire Mercier et conservé dans les archives secrètes du ministère de l'Intérieur, évalue à plus de 300 le nombre probable de victimes de ce réseau criminel national. 300 vies anonymes, 300 destins brisés, 300 familles endeuillées par la cupidité et la cruauté de quelques dizaines de criminels organisés. Mais combien d'autres réseaux similaires ont-ils pu opérer dans l'ombre de cette époque troublée? Combien de fermes Rousseau ont-elles existé dans la France de la fin du XVIIIe siècle, transformant des propriétés agricoles paisibles en abattoirs clandestins?
Combien de voyageurs solitaires, de marginaux sans famille, de petites gens sans défense ont-ils disparu dans des circonstances similaires, sans que personne ne s'inquiète jamais de leur sort? La ferme de Bellefontaine, devenue propriété de l'État après la saisie judiciaire, resta longtemps inhabitée et abandonnée. Les habitants de la région évitaient soigneusement les lieux, prétendant que des gémissements s'échappaient encore des bâtiments les nuits de grand vent, que des lumières mystérieuses dansaient parfois dans les fenêtres vides, que les chiens du village refusaient obstinément de s'approcher de la propriété maudite. Ces superstitions populaires, alimentées par l'horreur des découvertes, transformèrent progressivement la ferme Rousseau en lieu maudit, évité par tous et voué à la ruine. La végétation envahit rapidement les bâtiments abandonnés, les toitures s'effondrèrent, les murs se lézardèrent. En quelques années, l'ancienne ferme prospère ne fut plus qu'un amas de ruines couvertes de ronces et de lierres. Ce n'est qu'en 1820, plus de 20 ans après le drame, qu'un nouveau propriétaire accepta de racheter le domaine à l'État, à condition expresse que tous les bâtiments existants soient entièrement démolis et que de nouvelles constructions soient édifiées sur d'autres emplacements. Cette reconstruction complète coûta une fortune, mais elle seule permettait d'espérer effacer la sinistre réputation du lieu. Même ainsi, la propriété changea de main plusieurs fois dans les décennies suivantes, les occupants successifs se plaignant d'une atmosphère oppressante, de phénomènes inexpliqués, de malaises persistants qui rendèrent la vie quotidienne difficile. Certains parlaient de cauchemars récurrents, d'autres de sensations de présence invisible, d'autres encore de bruits étranges provenant du sous-sol. Ces témoignages, rapportés par les notaires locaux dans leur correspondance privée, suggèrent que la mémoire collective avait durablement marqué ce lieu de tragédie. Peut-être aussi que la terre elle-même, imprégnée du sang de tant de victimes innocentes, gardait-elle la trace indélébile de ces crimes abominables. Aujourd'hui encore, plus de 2 siècles après les événements, les habitants de Bellefontaine évitent soigneusement d'évoquer cette affaire qui ternit l'histoire de leur commune. Les archives communales mentionnent sobrement l'affaire de 1798 sans entrer dans les détails sordides. Seuls les plus anciens du village gardent encore en mémoire l'histoire transmise oralement de génération en génération, celle de cette famille maudite qui transforma une paisible ferme bourguignonne en théâtre d'horreur. Le site de l'ancienne ferme Rousseau existe toujours, transformé en exploitation agricole moderne. Mais les agriculteurs actuels évitent systématiquement de labourer certaines parcelles, particulièrement celles qui correspondent à l'ancien bosquet où furent enterrées les victimes. Ils prétextent la qualité médiocre du sol, sa tendance à rester marécageux même par temps sec, les difficultés techniques que présente sa mise en culture. En réalité, les habitants de la région savent tous que cette zone recèle encore les restes des victimes de la famille Rousseau. Malgré les recherches officielles menées en 1798-1799, tous les corps n'ont jamais été retrouvés et identifiés. Combien de squelettes anonymes reposent-ils encore sous cette terre maudite? Combien de familles ignorent-elles que leur ancêtre disparu il y a plus de 2 siècles gît dans ce cimetière clandestin? Ces questions lancinantes hantent encore la mémoire collective locale. Elles rappellent que derrière la façade policée de la société française de l'époque se cachaient parfois des abîmes de cruauté et de barbarie, des abîmes dans lesquels disparaissaient, sans laisser de traces, ceux que personne ne viendrait chercher, ceux dont la mort ne dérangerait personne. L'affaire de la ferme Rousseau nous révèle aussi l'existence d'un monde souterrain de violence organisée, parallèle à l'histoire officielle que nous connaissons. Un monde peuplé de prédateurs humains aussi redoutables que discrets, capables de transformer l'hospitalité rurale en piège mortel, la générosité paysanne en appât criminel. Et si nous savons aujourd'hui ce qui s'est passé à Bellefontaine en 1798, si les hasards de l'enquête ont permis de dévoiler une partie de cette organisation criminelle, combien d'autres fermes, combien d'autres familles, combien d'autres réseaux sont restés dans l'ombre, protégés par l'isolement géographique, l'indifférence sociale et le passage inexorable du temps.
Combien de voyageurs solitaires ont-ils disparu sur les routes de France sans que personne ne s'en soucie? Combien de marginaux, de déclassés, d'exclus ont-ils été victimes de crimes parfaits, leurs bourreaux emportant leurs secrets dans la tombe? Combien de propriétés agricoles apparemment paisibles ont-elles servi de décor à des drames comparables à celui de Bellefontaine? Ces interrogations, messieurs, dames, restent entières aujourd'hui encore. Elles nous rappellent que l'histoire officielle, celle des livres et des monuments, ne dit pas tout de la réalité humaine. Derrière les grandes dates et les événements célèbres se cachent parfois des tragédies anonymes, des crimes oubliés, des souffrances ignorées qui constituent la véritable trame de l'existence humaine. L'affaire Rousseau nous enseigne aussi que le mal absolu peut prendre les visages les plus ordinaires, se dissimuler derrière les apparences les plus banales. Pierre Rousseau et sa famille ressemblaient à n'importe quelle famille paysanne de leur époque. Rien dans leur comportement public ne laissait deviner la monstruosité de leurs activités secrètes. Cette leçon reste d'une actualité troublante. Combien de nos contemporains cachent-ils derrière des façades respectables, des abîmes de cruauté comparables à ceux des Rousseau? Combien de propriétés isolées, combien de familles apparemment normales dissimulent-elles des secrets aussi terrifiants que ceux de la ferme maudite de Bellefontaine? Ces questions nous glacent encore aujourd'hui, plus de 2 siècles après les faits. Elles nous rappellent que le monstre peut sommeiller en chacun de nous, que la frontière entre civilisation et barbarie reste toujours fragile, que l'humanité porte en elle des potentialités de destruction qui défient l'entendement. Et quand nous contemplons la paisible campagne bourguignonne d'aujourd'hui, avec ses fermes prospères et ses villages tranquilles, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander: que cachent vraiment ces murs de pierre? Que dissimulent ces propriétés isolées? Quels secrets enterrent ces terres fertiles? Car si l'affaire Rousseau appartient désormais à l'histoire, les pulsions qu'elle révèle, elles, demeurent éternellement humaines. Et quelque part, dans une ferme perdue au bout d'un chemin de campagne, peut-être d'autres familles apparemment ordinaires perpétuent-elles encore aujourd'hui la sinistre tradition inaugurée par Pierre Rousseau et les siens. Cette pensée, messieurs, dames, nous accompagnera longtemps après que se soient tues les dernières résonances de cette histoire. Car elle nous rappelle que l'horreur véritable ne réside pas dans les contes fantastiques ou les légendes surnaturelles, mais bien dans la réalité humaine la plus crue, la plus implacable, la plus terriblement banale. Cette histoire vous a-t-elle convaincu qu'elle a réellement eu lieu? Pensez-vous que tous les secrets de cette époque ont été révélés, ou que d'autres fermes Rousseau ont pu exister dans l'ombre de l'histoire? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres mystères oubliés de l'histoire française. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont fascinés par les zones d'ombre les plus troublantes de notre passé. Car l'histoire, la vraie, celle qui fait frémir et questionner, ne se trouve pas toujours dans les livres officiels.